Salut les CN et bienvenue sur Debut Time, sur vidéo sur Dragon Ball Super. Et ouais, on se retrouve pour justement l'analyse et la notation et surtout aussi voir l'épisode en profondeur. Cet épisode qui est l'épisode 101. Ouais, de Dragon Ball Super. Voilà, donc le deuxième de ce centenaire de l'épisode de Dragon Ball Super. Et, voilà. Ouais. Et donc un épisode qui commence avec le réveil de Kale suite à son bordel de l'épisode 100. Suite à ce qu'a fait Jiren surtout. Jiren qui l'a expulsé avec un Kikora et qui l'a mis hors d'état KO. de lumière. Donc on voit une information importante, c'est que Kale ne se souvient absolument pas de ce qu'elle fait lorsqu'elle est en mode berserker. Ouais. Donc ça c'est important. Elle est réveillée par Caulifla. Juste après on a Goku qui défie Jiren. Et là, il y a Toppo qui intervient comme un enfoiré, on va dire, et qui l'expulse avec son Justice Flash, le met au loin, et qui dit à Jiren, mec, faut qu'on s'en aille parce que faut qu'on reprenne un peu des forces, enfin de l'endurance, alors que Jiren, il est rien foutu. Jiren, ça m'a fait rire. Au début, il est comme ça. Jiren, il est rien foutu. Jiren, il est resté comme ça. Et il lui fait, ouais, il faut qu'on économise, chef monsieur, notre endurance, sait-on jamais. Ok. Et le gars il suit, voilà, il suit le mot. Sachant qu'il dit pas un mot, hein, Jiren, non, évidemment. Il dit rien, il parle pas. Il y a 3 mots depuis le début. Donc, il suit Toppo qui est le leader des Pride Troopers. Et après on a Goku qui se retrouve au loin, entouré par les Pride Troopers, justement dirigés par Casseral, mais que Toppo a envoyé spécialement pour abattre Goku. C'est-à-dire Toppo il se fait ses plans, il combat de son côté, mais d'un autre côté il fait des cachotteries, il fait en mode ouais, alors on pourrait dire ça à 5. Vous prenez 5 gars, des capacités spéciales. En fait, il se protège. Il se dit, on va envoyer les sbires, et comme ça, on s'économise Jiren, chef monsieur. Voilà, donc, en gros, il a préparé son plan, et donc, effectivement, Goku qui est envoyé, qui sort de terre après cette attaque du Justice Flash. Alors, il sort de terre, il sort du ring. Le ring qui est en Kachikatine, le métal le plus solide de tous les univers. Il sort du ring, Goku. C'est-à-dire, Goku, il a creusé dans le sol le Kachikatine. Pour l'instant... Normal, je vois pas où est l'incohérence du truc. Pour l'instant, on est sur du bullshit à 60%. Ouais, 60%. Mais c'est le début de l'épisode. Après, heureusement, ça devient beaucoup plus intéressant. C'est ça. Et donc, on a Goku qui est confronté donc, à Kale et Caulifla qui l'engueulent directement pour dire « Ouais, t'es une espèce d'enfoiré, tu vas attaquer, t'es venu pour Kale, tu sais qu'en gros, elle est faible, là, elle est pas transformée, ou je sais pas quoi, en gros, on sous-entend ça. » Et lui, il fait « Mais non, je viens de me faire attaquer. » Et là, c'est là qu'effectivement, comme tu dis, apparaissent donc les fameux Pride Troopers qui défient Goku, tout ça. Et Goku, quand même, qui est sympa, il leur dit à Caulifla et à Kale, allez-vous-en, c'est mes adversaires, et eux ils font non, tu vas te les taper tout seul. Ils font comprendre à Goku qu'on est dans une battle royale, et que ça concerne tout le monde, et qu'ils sont pas là que pour ils sont pas là pour jouer au dé, hein, j'ai envie de dire, les Pride Troopers. Et on a une démonstration quand même de leur capacité spéciale tout au long de l'épisode. Alors on va vous les présenter, parce qu'ils sont 5, on connaissait Casseral, par contre on apprend des informations intéressantes sur lui, on apprend qu'il maîtrise le Ki, à tel point qu'il peut évidemment les modeler, matérialiser en différentes type, parce que tout top ça n'existe pas, tout type d'armes. Voilà. Tout top, ça doit exister. Ouais, mais là c'est tout type d'armes, et c'est une info qui nous est révélée par Vermood, qui parle, il est content. Hein, Seule intervention intéressante de Vermood dans l'épisode. C'est ça. Donc voilà, c'est tout à tout dit. Voilà. Seule intervention de Vermood, il est content. Ça nous apprend quelque chose. Bon, ça va pas servir à beaucoup de choses, hein, puisque finalement, vous savez tout ce qui va être éliminé en fin d'épisode. Mais bon, quand même, on apprend ça. Ensuite, on apprend aussi que Zoïlé a la particularité de pouvoir générer une sorte de toupie. toupie. D'ailleurs, ça s'appelle le Justice Spin. Tornade. Ouais, c'est une sorte de tornade, sa toupie en fait. C'est le Justice Spin de Zoïlé qui proviendrait peut-être, parce qu'on reste dans les éléments de la cuisine avec les Pride Troopers, de Leizo, qui veut dire réfrigéré, Leizo-kon, un réfrigérateur. Et on a ensuite Tupperware. Ouais, un Tupperware, voilà, qui donc lui a la particularité de se transformer en une sorte d'homme roche et qui peut démultiplier son poids à outrance. Il m'a fait penser, j'ai adoré déjà l'utilisation de cette technique, c'est une technique qu'on n'a jamais vue dans Dragon Ball, le fait qu'il y ait un personnage qui utilise ça, et il m'a fait penser moi à 2 personnages de One Piece qui ont cette technique, c'est Miss Valentine et Magvise dans l'arc Dressrosa dans One Piece, qui sont 2 personnages qui peuvent justement manipuler leur poids. Alors Miss Valentine c'était Kilo no Mi, elle peut démultiplier ses kilos, et Magvise il peut faire des tonnes, lui ça se compte en tonnes. Et là c'est intéressant de voir quand même qu'il y a un mec qui peut se mettre sur Goku et l'enfoncer dans le sol, donc il doit vraiment être puissant son pouvoir, parce que Goku, même s'il se transforme pas en Super Saiyan, il s'est quand même fait prendre par derrière par le mec. Ouais, depuis le début en fait il se fait que prendre par derrière. Ouais.
Depuis le début, Link, maintenant le mec Topper, franchement il se fait toujours avoir. Peut-être falloir qu'à un moment donné Goku qu'il soit un petit peu plus vigilant quand même, parce que ça devient un chouïa redondant, même si bon voilà on n'est pas encore dans la pure action, mais il fait pas gaffe Goku, il y a encore un petit peu ce que Whis lui dit depuis le début, il manque de vigilance. Ah totalement. Et il protège pas assez ses arrières et pour l'instant ça lui fait un peu défaut. Parce que si numéro 18 est pas là, en l'occurrence ici... Numéro 18 qui intervient pour défendre Goku, et après ça on a justement une belle, j'allais dire un bon duo, mais non en fait c'est vite fait quoi, c'est juste pour écarter Topper, et puis ensuite ils combattent Zoïlé, mais vite fait, Zoïlé ensuite qui contre-attaque en gros, qui contre-attaque avec son Justice Spin quoi. Topper de le rejoindre pour faire un double spin. Alors justement tu l'avais dit quand on a regardé un peu les images pour préparer la vidéo, tu disais c'est un épisode vraiment qui était centré sur le travail d'équipe. Ouais, et ça on le ressent sur tout l'épisode, c'est-à-dire qu'on a l'univers 7 qui travaille ensemble. Tenshinhan Kame Sennin, on a numéro 17, numéro 18 et Goku, on a Caulifla et Kale, on a les Pride Troopers ensemble. Indirectement l'univers 6 et l'univers 7, même si on ne nous le fait pas comprendre, quand Kale et Caulifla sont dans le dôme de Cocotte, t'as quand même numéro 18 et numéro 17 qui essayent de péter le dôme pour... Et Goku qui essaie de rentrer avec son déplacement instantané. Ouais. Donc là on nous fait quand même comprendre que Goku et les humains artificiels étaient là quand même pour essayer d'aller aider Kale et Caulifla. Donc il y a vraiment un esprit de tag battle et d'esprit d'équipe dans cette battle royale qui est mise en avant, et c'est très appréciable parce qu'effectivement c'est stratégique d'utiliser momentanément le pouvoir de l'ennemi de mon ennemi et mon ami pour justement se préserver soi-même, et peut-être qu'à la fin en définitive on sera l'un contre l'autre, mais le cumul des forces aura permis d'aller plus loin dans ce tournoi. C'est ce que nous disaient les synopsis, l'ennemi de mon ennemi et mon ami, c'était justement pour faire le lien avec le fait que Goku s'allie avec Caulifla et Kale pour combattre les Pride Troopers, et c'est un peu ce qu'on retrouve dans cet épisode, même si à un moment donné dans l'épisode Caulifla et Kale sont accaparés de leur côté. Et on finit la présentation des Pride Troopers avec Caulifla qui combat contre Kettle, qui veut dire bouilloire en anglais. Kettle, donc, qui a des pouvoirs. Il part tout. Il part toutes les techniques de Caulifla. Caulifla qui certainement est en train de garder des forces, parce qu'elle ne se transforme pas. Mais il a quand même des techniques très... spécial, voilà, Chono Ryoku comme on dit en japonais, des capacités spéciales, on voit qu'il peut modéliser des sortes de Kikora électriques, des trucs bizarres, et d'ailleurs l'alliance de Kettle avec Cocotte qu'on retrouve, Cocotte on en parlait dans les prédictions de Baba, qui nous a bien étonné d'ailleurs. Qui nous a étonné avec sa Cocotte Zone. Toi t'avais dit que c'était justement le truc violet de Cocotte, et justement c'est ça, c'est deux Cocottes, mais heureusement pour l'épisode c'était bien équilibré puisqu'il y avait les autres Pride Troopers qui venaient attaquer les gens de l'épisode 6. Les gens de l'épisode 6, donc rappelez-vous de l'épisode 6. Qui venaient attaquer les gens de l'univers 6, donc Caulifla et Kale. Et c'était équilibré parce qu'on avait vraiment ces deux grosses puissances de l'univers 6 finalement, et plusieurs Pride Troopers qui travaillaient ensemble. Donc on avait vraiment du travail d'équipe des deux côtés, ça j'ai aimé. Et j'ai aimé aussi voir le travail d'équipe numéro 17, numéro 18, même si c'était très court, et surtout cette animation de Otsuka dont on reparlera juste après, avec Casseral qui attaque numéro 17, numéro 18, la bonne entente entre les deux, c'était vraiment bien. Et on retrouve aussi un petit court passage avec, petit court c'est un peu... c'est un pléonasme, mais on retrouve quand même l'univers 7 vite fait avec Goran qui est content de retrouver Piccolo, et le Bankoku Bikuli Show de Kame Sennin dont on n'a pas parlé mais qui a envoyé du lourd avec Tenshinhan qui intervient pour mettre The Pride Show en dehors de l'arène. On en reviendra après justement. À mon avis il a pris un coup de chaud, je pense. Il a pris un coup de chaud, mais il aurait pu prendre encore plus chaud, mais on en reviendra dans le détail. On y reviendra tout à l'heure. On a aussi vu Frieza et Vegeta qui se font encore la petite guéguerre. Alors c'était vraiment de l'humour parce que clairement dans le tournoi du pouvoir t'as 80 participants, j'ai envie de dire Vegeta, au lieu de faire ta capricieuse, occupe-toi d'un autre, laisse-lui, on s'en bat les couilles que t'as voulu prendre le Muliteam, tu vois, sur le moment, si vraiment tu vas loin, tu lui dis bon bah vas-y s'en occupe, je vais en prendre un autre. Bon, il a un peu fait son... Il veut améliorer ses stats, c'est un gamer, c'est un pro gamer Vegeta. Ouais c'est ça, mais voilà, donc coup de queue, bim, on n'en parle plus, donc beaucoup d'éliminés en définitive dans cet épisode, on a eu 5 Pride Troopers qui se sont fait mettre au tapis par l'univers 6 et 7, on a eu Muliteam qui a été éliminé. The Pride Show. Il reste que 4 Pride Troopers, donc Jiren, Toppo, Dispo et un puis, inconnu. Un inconnu, Crapoman, on va l'appeler. Crapoman, ouais. Voilà, donc un petit peu pour cet épisode qui finit donc en beauté avec Kale qui, comme on l'avait dit, suite au sacrifice
de caulifla. Sacrifice entre guillemets, hein, parce Oui, qu'elle n'est pas éliminée à l'issue de l'épisode, et bon, elle meurt pas, ça on s'en doutait évidemment, mais sacrifice dans le sens où vraiment psychologiquement elle était protéger, prête. Pour protéger, elle était prête à céder pour que Kale justement déploie sa force. C'est tout à fait ce qui se passe. Kale arrive finalement à maîtriser, on a fait une vidéo dessus justement sur ce sujet il y a pas si longtemps, que vous retrouvez juste en haut. C'est justement ce qui se passe, et voilà, elle maîtrise sa forme. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est une forme maîtrisée de sa forme de Berserker, mais en fait c'est une forme maîtrisée de sa forme de Super Saiyan, qui en fait, si elle se contrôle pas, elle pète des câbles, elle devient Bosso, comme on dit en japonais, incontrôlable. Et ni plus ni moins, en fait, c'est pas une forme encore au-dessus, et c'est pas, donc c'est une forme maîtrisée comme on l'avait dit, mais c'est pas une forme nécessairement plus puissante, puisque on voit quand elle veut faire péter toute sa force, elle relâche une nouvelle fois sa forme Broly entre guillemets, qui est un passage dont on reparlera dans la partie scénario. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, donc l'épisode qui se termine sur des chapeaux de roue avec une belle action menée par tous nos combattants, et donc à la toute fin, on voit Brianne de Château. Qui s'annonce être une combattante redoutable, mais on en reparlera dans les prédictions de Baba, qui du coup nous permettra d'essayer de teaser un petit peu sur ce qui va se passer dans cet épisode 102. Ouais, parce que là, à l'issue de cet épisode donc qui vient de se terminer, l'épisode 101, on a donc deux univers qui n'ont aucun participant éliminé. C'est l'univers 2 de Brianne de Château, et c'est l'univers 6. Très étonnant d'ailleurs. Ouais. Très étonnant, très étonnant, et justement on peut parler du scénario maintenant. Alors niveau scénario, déjà le gros point fort je trouve, c'est, je l'ai dit dans le dernier épisode, mais là on est au centre de ce tournoi du pouvoir, ça se combat de partout. Alors, on a eu Kame Sennin qui nous a targué d'un Bankoku Bikulisho et Tenshinhan d'un côté, on a l'univers 6 de l'autre, on a eu numéro 17 et numéro 10, on a vraiment une action qui est pas juste unicentrée sur un seul plan où voilà, il y a deux combattants, on sait pas ce qui se passe ailleurs, non, il y a un combat là, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, ça s'arrête pas, c'est dynamique, c'est punchy. Donc à ce niveau-là, le scénario, je pense que voilà, il trace sa route et de manière évolutive, parce qu'on sent quand même que c'est crescendo, et même le grand prêtre à un moment le dit. Attention, là maintenant, il ne va rester que les fous, que les meilleurs combattants, et ça va vraiment commencer à envoyer du lourd. Donc je pense que cette partie-là du scénario, ça va vraiment commencer à envoyer des postillons. Donc cette partie-là du scénario, c'est vraiment un point positif. Il y a eu des petits bémols. On va pas dire des points négatifs. Des facilités. Mais... Bon, outre ce que j'ai déjà souligné en début d'épisode, il y a aussi Tenshinhan qui intervient. On espère que ce soit pas sa seule grosse intervention. J'étais déçu. On le disait pour rigoler, mais si ça avait été l'ancien seiyuu de Tenshinhan, donc Suzuoki, qui avait lâché ce Shin Kikoro mythique, ça envoie du lourd, quoi. On aurait dû avoir un Kikoro qui soit plus puissant. Limite, le Bankoku Bikulisho de Kame Sennin, l'animation qui a duré longtemps, était plus puissant pour moi. J'en ai eu des frissons, beaucoup plus que le Shin Kikoro. Et après, il a crié. Voilà, c'était vite expédié, c'est dommage. C'est son Shin Kikoro, son nouveau Kikoro. C'est la technique au-dessus du Kikoro. C'est le truc vraiment qu'il a abouti avec des années d'entraînement, etc. Ça doit être un truc de malade qui fait un carnage. Un petit peu, un Kikoro simple aurait fait le même effet, quoi. Donc... espérons que, comme l'avait montré l'ending, on le voit justement en Kikoro, qui était un petit peu des indices sur les choses utilisées. On l'avait vu aussi avec Boo qui dormait, etc. Donc si c'était des parallèles de ce qui va se passer, et qu'en fait c'était juste ça, la technique de Tenshinhan, et qu'on le voit éliminer sous peu, je rage. Je vous le dis d'avance, je vais rager si Tenshinhan n'a pas un moment de gloire à lui, où enfin on se dit, voilà, même Kulilin, qui est quand même... Tenshinhan est au-dessus de Kulilin, même Kulilin aura eu le mérite d'en envoyer valser quelques-uns et d'avoir un moment à lui. Donc on verra, on met entre parenthèses, ça c'était un petit bémol. Et le deuxième, sans réexpliquer ce qui s'est passé qu'on a dit dans la première partie, le fait qu'on ait eu une forme intermédiaire de Kale, une forme maîtrisée, c'était top, franchement. C'était super. Ce qu'on attendait. Je me suis dit, ouais, ça y est, elle a quelque chose de différent, j'ai senti quelque chose de différent. De différent de Broly, évidemment, parce qu'elle est évidemment ouvertement inspirée. Donc c'était ce qu'on attendait depuis le début. Elle se détache totalement. À ce moment-là. Et puis au moment où elle doit envoyer la sauce, comme tu l'as dit, qu'elle soit obligée de revenir sur cette forme de forme berserker. Et là je me dis, pourquoi avoir fait ça, c'est dommage. Ça l'a fait revenir dans ce Broly, et ça relance les débats, parce qu'on va encore avoir des gens qui vont nous sortir, mais donc en fait c'est comme la forme du Super Saiyan de Broly, en fait du coup là elle la maîtrise, mais...
Non, ils auraient vraiment dû faire quelque chose que... Voilà, on a eu la Berserk, la forme incontrôlée, elle prend le contrôle, elle reste sous cette forme-là, et elle arrive à maîtriser cette puissance sous cette forme-là. Pourquoi encore lui sortir les muscles, etc., tout le bazar? C'était mon bémol. Je pense que toi c'était un peu pareil. Pas nécessaire, les bémols, c'est ça et les points que j'ai cités un peu plus tôt. Et pourtant ce scénario m'a beaucoup surpris de Ko Yamaguchi parce que c'était vraiment un scénario très aéré, j'ai trouvé. Il y avait beaucoup de choses, comme tu l'as dit, qui permettaient de mettre en valeur d'autres personnages, d'autres univers. Et j'ai beaucoup aimé le fait que l'univers 7 et l'univers 6 soient présentés de cette manière, qu'il y ait une certaine entente en même temps qu'il y ait cette rivalité. Et numéro 17 et numéro 18 ont eu leur petit moment de gloire, surtout numéro 18. Enfin, j'allais dire surtout numéro 18, mais ouais, numéro 17 aussi a brillé, mais il n'a pas fait grand chose finalement. Casseral, après, il s'est éclipsé. Mais ça sera pour le prochain épisode pour lui, sans rien révéler. Mais numéro 18 a eu son petit moment de gloire. Elle a éliminé Cocotte aussi. Elle a participé aussi à l'élimination de Topper et a combattu contre Casseral au début, contre Zoile également. Un scénario que j'ai trouvé vraiment cool, d'autant plus que c'est un scénariste qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la série. Donc franchement, félicitations à lui pour être arrivé à un truc aussi clean finalement. Hein. Et même au niveau de l'animation des personnages. Parce que tu vois, quand The Preacher a été éliminé, on l'a pas vu tout de suite sur le Godpad. Le Godpad, je vous dis, les Zenwo et le Grand Prêtre servent de référence dans le scénario pour le public. Pour nous, comme il n'y a pas de commentateur du tournoi, ils servent à dire qui a été éliminé, qui est plus fort que qui, comment se passe telle ou telle chose. Les arbitres un peu. C'est un peu ça. Et le fait que The Preacher n'a pas été annoncé tout de suite, mais a été annoncé ensuite avec l'élimination de Mully Team juste après, a permis d'avoir quelque chose de plus concis et de plus travaillé et de logique finalement dans la mise en scène. C'est vrai. Et quand même, on a compris qu'il y avait ce participant-là qui était éliminé. Donc, même si on l'avait vu visuellement, mais vous comprenez un peu le rôle des Zenwo là-dessus. Et plein de petits clins d'œil aussi, j'ai noté. C'était bien fait. Le Bangoku Bikulisho, petit clin d'œil à une technique de Kamesei, bien placée, franchement. À un moment donné, je sais pas si tu as noté, mais Caulifla qui a le bras pendant, non sans rappeler, le Gohan Super Saiyan 2. Face à Cell, on a eu aussi quand Kale déploie sa puissance et pète la zone, on va dire... Cocotte Zone. La Cocotte Zone. Non sans rappeler Majin Buu qui sort de la salle de l'esprit du temps grâce à sa puissance. Ça, c'était une autre dimension, la Cocotte Zone c'est une autre dimension. Donc, plein de petits clins d'œil ci et là aussi. Le fait que justement Casseral souligne le fait que numéro 17 lui met un coup sans qu'il l'ait senti. Donc voilà, ça rappelle qu'on ne peut pas sentir et détecter le ki des humains artificiels. Parce qu'il n'en dégage pas. Voilà, donc plein de petites choses comme ça qui ont permis de nourrir agréablement et logiquement cet épisode. Ouais, totalement. Tu mettrais quelle note au scénario ? Au scénario, je vais mettre 15,5. Je vais mettre 15,5 parce que c'est un scénario qui m'a plu, sans répéter. Le 15,5 qui aurait pu être un peu plus élevé si les deux petits bémols n'étaient pas là. Ouais. Moi je mettrais 16, parce que franchement, à part les petits bémols qui sont effectivement des petits bémols, c'est un épisode qui scénaristiquement m'a bien plu et qui se dirige vers un épisode assez intéressant. On en parlera un peu plus tard. Là on passe à l'animation. Animation répartie entre deux animateurs, Tsutomu Ono et Shuichiro Manabe. Shuichiro Manabe qui nous avait déçus dans les derniers épisodes. Il avait notamment signé l'épisode 93 où Kale se transforme pour la première fois. Pourtant c'est un très bon animateur, il avait signé le combat de Goran contre la Venda, vous voyez un peu les images qui s'affichent. Et là on retrouve de bonnes scènes d'animation avec Manabe. Et on retrouve aussi un autre animateur qui intervient en tant qu'animateur clé, c'est Otsuka, qui intervient sur le combat de Casseral contre numéro 17, numéro 18, qu'on voyait déjà un peu dans le teaser. On l'avait dit, dans le dernier prédiction de Baba, on l'avait dit que ça s'annonçait être un bel épisode, et c'est beau. Le passage de Casseral contre numéro 17, numéro 18 est magnifique, le Justice Bomba, etc. Voilà, ça prend trop court pour moi, beaucoup trop court pour moi, c'est dommage. C'est vrai, mais... trop court, mais il y avait tellement de choses aussi en termes d'action un peu partout que finalement ils ont été obligés de raccourcir certaines scènes. Le Bangoku Bikulisho était très beau, il était cool. Moi j'en ai eu même des frissons, donc c'est que ça faisait son effet. La transformation de Kale aussi était réussie. Où elle pète un câble, et c'était Shuichiro Manabe sur cette transformation, c'était vraiment réussi. Et ensuite on a l'enchaînement avec les deux techniques de Kikora contre les Pride Troopers qui lâchent leur technique United Justice Stream justement. Et c'était vraiment... on était dedans, quoi. On était vraiment plongé dedans. Et autre note sur l'animation, il y avait Ohara Taichiro, un des animateurs de Dragon Ball et Dragon Ball Z, qui était souvent avec Uchiyama. Et qu'on connaît, voilà. Lui, c'est pas Pointuman, mais c'était le pote de Pointuman qui justement bossait sur cet épisode. On le retrouve sur quelques séquences à la fin de l'épisode, notamment avec Cocotte, quand elle est éliminée, ou encore
la disparition de la transformation de Kale, on reconnaît un peu son trait, et j'ai été étonné de le retrouver sur cet épisode. Ouais. C'est une agréable surprise, mais en tout cas, dans son ensemble, on peut résumer l'animation comme étant dynamique et punchy. Ouais. Moi j'ai trouvé vraiment ça vif et ça m'a tenu en haleine. Ouais. Donc pour cette raison, je vais mettre 15 sur 20 parce que ça mérite. Je souligne aussi l'intensité à maintenir pendant un épisode de 20 minutes. Ça, faut pas l'oublier parce qu'on n'est pas sur des épisodes où on a qu'un passage de 2 minutes où là on peut être exigeant. T'as 18 minutes de calme, t'as 2 minutes d'action, tu peux pas te louper sur 2 minutes, t'as pas le droit. T'en as 20 minutes, c'est un taf beaucoup plus compliqué. Donc il faut aussi avoir cette tolérance de se dire bon, allez, je baisse un petit peu d'un cran ma complexité, mais clairement voilà, 15. Ouais, 15, je mets la même note parce qu'il n'y a rien à ajouter de plus, c'est une bonne animation. On pouvait faire mieux évidemment, mais pour cet épisode c'était ce qu'il fallait. Ensuite on passe à la partie réalisation. Réalisation, j'ai pas noté énormément de trucs, si ce n'est quelque chose qui permet à l'animation de vivre en fait. C'était vraiment bien aéré. T'as résumé, c'est exactement ce que j'allais dire. Un épisode qui débute avec des magnifiques plans, on voit quand même les roches, on voit Caulifla qui est derrière, il y a des perspectives qui sont utilisées qui permettent vraiment de donner de la dimension au ring. Je sais pas comment vous l'exprimer, mais tu as une dimension un peu 3D qui est utilisée. Même la Cocotte Zone, elle est, les effets qui sont utilisés, c'est vraiment des effets modernes. Donc ça m'a rappelé un effet qu'ils ont utilisé dans le film La Résurrection de F avec Frieza, avec l'eau qui passe comme ça derrière. J'ai retrouvé le même effet dans la Cocotte Zone. Donc c'est peut-être une réutilisation aussi d'effets. Et puis après, voilà, les phases d'animation avec Casseral, où on a eu des contre-plongées lors de la Justice Bomba, on a des angles choisis. À un moment donné, on est même en plongée quand il met des coups face à numéro 17 et numéro 18 pour voir un plan d'ensemble. Franchement, la réalisation, pour moi, elle a fait du bon taf. Et pour moi, elle était cool, elle était pas exceptionnelle. Je vais mettre 14, moi. Ouais. 14,5, elle était pas exceptionnelle, elle était juste bien, juste ce qu'il fallait. Niveau bande son par contre, on était vraiment très pris dans l'ambiance. Alors là, c'est un très très gros point, je l'avais déjà dit et toi aussi dans l'épisode 100. J'ai fait une deuxième lecture, comme à l'accoutumée, j'ai fait exprès de mettre à fond, pour vraiment avoir l'ambiance sonore et t'es transporté. Tout est dynamique. J'ai fait attention au bruitage quand la Cocotte Zone explose, t'as des bruits de verre, franchement ça explose. Les musiques sont là pour nous poser une tension, il y a même des musiques de Kai qui sont réutilisées. Ouais. Notamment sur le passage avec Caulifla et Kale contre les Pride Troopers. Tout est très bien coupé, très bien placé pour maintenir une tension crescendo tout au long de l'épisode. Et les seiyuu ont été vraiment bons. On a même eu des nouveaux seiyuu. D'autant plus qu'on a des nouveaux entre guillemets. On a Yusuke Numata qui fait Kitela, qui est donc sur Ketol. On a ensuite Morishita Yukiko qui arrive sur le rôle de Zoile alors qu'elle n'a pas participé au tournoi. Elle fait pas d'autres personnages sur le tournoi, donc c'est bien. Et puis on avait aussi Volcano Taro qui intervient sur le rôle de Topper, un seiyuu qu'on n'a jamais vu sur la série. Qui arrive comme ça en mode. Comme ça, il arrive comme ça. En mode j'arrive, c'est ça. C'est totalement ça. Et franchement, j'ai été satisfait par cette bande-son. Moi, je mettrais. Allez, 15. Moi, je vais mettre. Franchement, je vais mettre 16,5. Parce que quand tu pousses le son, c'est top. Et pour l'émotion intensité, on va pas répéter tout ce qu'il y avait dit, vous avez plus ou moins senti. Épisode qui suit son cours, vraiment du dynamique, tout est mis en avant, le travail d'équipe, tout était très bon. Donc quand un scénario est bon, l'animation suit. Émotion intensité, ça m'a donné 2 fois des frissons. Moi je les ai comptés, 2 fois. Ouais, pareil, j'ai eu des frissons. Alors sur la transformation de Kale. Pareil. Et sur le final aussi où Caulifla et Kale envoient la sauce sur les Pride Troopers qui décollent. Et puis il y avait quoi d'autre ? Moi j'en ai eu 3 alors, parce que j'ai eu aussi le Banco Cubiculi chaud de pépé. Ouais, moi il m'a pas fait frissonner le Banco Cubiculi chaud. Donc voilà, quand t'as des frissons, c'est que tu ressens quelque chose. Donc pour ça je vais mettre 16,5. D'ailleurs Yukana était très bonne pour revenir sur la partie sonore. Yukana à un moment donné. Enfin, peut-être même pas vocalement, mais là on parle de vocalement, moi je sais pas le reste. Et émotion intensité, je vais mettre 15. 15 ou... Ouais, 15,5. Allez, je mets 15,5, je suis gentil. Allez, tu mets 15,5, je mets 16,5, ça fait 16. Allez. Je mets le petit point pour être sympa, parce que c'était vraiment un épisode que j'ai regardé avec le sourire aux lèvres. J'étais satisfait du traitement de l'univers 6, j'étais satisfait du traitement de l'univers 7 avec Goku numéro 17, numéro 18. Ouais. Donc franchement, que demander de plus, c'est des épisodes qui sont faits pour être pris individuellement, avec traitement de un tel, traitement de un tel, traitement de un tel. Évidemment, on peut pas mettre tout le monde, Gohan, Piccolo, je sais qu'il y en a beaucoup qui les demandent, Frieza, il y en a beaucoup qui les demandent, Vegeta, ils auront tous leur heure de gloire. Déjà, numéro 17, Vegeta, on les verra dans le prochain épisode sans rien révéler. Ouais. Donc voilà, attendez juste un peu. Et puis, regardez un peu la
la place de cet épisode dans le classement suite à nos notes. C'est pas étonnant finalement, c'est un épisode qui se C'est un déguste, épisode, ouais, c'est ça. Il passe crème, comme on peut le dire. Et on a hâte de voir le prochain épisode qui s'annonce pas mal. Mettez-nous un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et surtout partagez pour qu'on continue de grandir. Et aussi, rejoignez-nous sur notre chaîne secondaire. Vous avez la petite animation en bas qui s'affiche et le lien dans la description, donc J-Connection. Voilà, une chaîne un peu plus détendue, on fait du déballage, on fait un peu les cons, même si c'est pas vrai, mais faut le dire quand même. Faut le dire. Voilà. Il faut tout donc, dire. Donc rejoignez-nous, on vous attend. Et d'ailleurs, en parlant de trucs qu'il faut dire, il y a toujours le vote qui va bientôt prendre fin pour voter pour vos techniques préférées de Goku, votre technique favorite de Goku. N'hésitez pas à voter, c'est dans le sondage juste en dessous, et puis on tirera au sort. Et il y a une vidéo qui arrive très prochainement. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Toujours. Merci voilà. d'avoir suivi cette vidéo, et à très vite en tout cas sur Debut Times. Ciao. Matane.